Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette analyse et cet avis sur la saison 2 de Jessica Jones sur Netflix, une saison un petit peu étrange qui va certainement beaucoup diviser. Dans cette vidéo, je vais surtout développer un avis sans spoiler pour vous permettre de vous faire une idée et de savoir si cette série est faite pour vous ou pas. Et puis il y aura une courte partie avec spoiler à la fin où je reviendrai notamment sur le dénouement de la série et ce que cela pourrait impliquer pour une éventuelle troisième saison. Pour rappel, j'avais adoré la première saison de Jessica Jones pour sa capacité à mélanger le genre super-héros avec celui du film noir tout en traitant le thème de la résilience. De mon point de vue, je dois bien avouer que cette deuxième saison est assez nettement moins bien réussie que la première, mais néanmoins elle n'est pas totalement dénuée d'intérêt. Et avant toute chose, sachez que si vous avez aimé le personnage de Jessica elle-même dans la première saison, vous ne serez pas déçu par elle dans cette suite. Son côté cash et son cynisme désabusé continuent de masquer avec beaucoup de charme ce mélange de force et de fragilité qui la caractérise. Et quand je disais en introduction que cette saison allait diviser, c'est notamment parce qu'elle est très introspective et qu'on n'y trouve quasiment plus rien de ce qu'on pourrait attendre dans une série de super-héros classique. Pour commencer, le rythme est très lent, notamment sur les 5 premiers épisodes. Je suis convaincu que de nombreux spectateurs ne passeront pas ce cap, et c'est un peu dommage car le niveau va plutôt en s'améliorant. Et si éventuellement on pouvait pardonner un tel défaut au lancement de ces séries Marvel Netflix, qui sont chacune sur 13 épisodes, je vous le rappelle, et bien maintenant c'est beaucoup moins pardonnable puisque c'est le principal reproche qu'on leur fait depuis des années, alors il était peut-être temps de s'y atteler et de changer les choses. De ce point de vue, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'avec cette saison 2 de Jessica Jones, on est bien loin des progrès qu'avait affiché notamment The Punisher, qui envoyait du très lourd dès son premier épisode. Si vous cherchez de belles scènes d'action, une application inventive des pouvoirs ou encore des interventions d'autres super-héros de l'univers Marvel, vous serez carrément déçus. Étonnamment, pour une saison 2, on y explore les origines de Jessica Jones et de ses pouvoirs, mais le traitement de cette origin story relève surtout du drame psychologique. Et on pourrait presque voir cette saison 2 comme une critique acerbe du genre super-héroïque en lui-même. Jessica Jones a toujours utilisé le cynisme pour gérer son rapport meurtrier au monde, et cette vision vient jeter un voile très sombre sur le statut même de super-héros. Et si vous préférez de manière un petit peu imagée, non seulement l'idéalisation du super-héros vole complètement en éclats, mais on vient ensuite piétiner les débris avec le talon. Concrètement, cette saison vient tordre la fameuse formule du Spider-Man de Sam Raimi, avec de grands pouvoirs viennent de grandes responsabilités, et la remplace par avec de grands pouvoirs viennent de grandes maladies mentales. Au-delà, la notion de la violence comme solution à certains problèmes est très sévèrement contredite par le scénario, alors qu'il faut bien avouer que c'est souvent par le combat que se résolvent certains problèmes dans le genre super-héroïque. Comme dans la première saison, Jessica reste une anti-héroïne qui se trouve obligée d'agir de par son investissement émotionnel dans les événements et un certain sens de la morale qu'elle conserve, surtout quand la vie des gens autour d'elle est en jeu. Et en y regardant de plus près, on pourrait même dire que Jessica Jones, c'est carrément l'antithèse de Matt Murdock, alias Daredevil. En effet, quand Matt est torturé par un sentiment de culpabilité lorsqu'il ne met pas ses capacités au service des autres, pour Jessica, la torture consiste justement à ce qu'on la voit toujours comme une super-héroïne ou un monstre en puissance, plutôt que de la laisser vivre tranquillement sa vie comme une personne lambda. Évidemment, pour simplifier le propos, je ne vais pas entrer dans la complexité de la psychologie du personnage de Matt Murdock, ce n'est pas le sujet de cette vidéo, mais je pense que vous voyez bien le type d'opposition de point de vue que je viens souligner ici. En résumé, comme vous l'avez sans doute déjà bien compris, si vous cherchez un héros qui va passer pas mal de temps à casser la gueule à des méchants et à sauver le plus de monde possible autour de lui, avec un certain bonheur en mettant à profit ses pouvoirs, et tout ça dans une succession d'aventures assez physiques et rythmées, eh bien cette série n'est pas vraiment pour vous. Et c'est d'autant plus vrai qu'il manque un ingrédient essentiel à cette saison pour en faire une véritable histoire de super-héros, à savoir un véritable antagoniste. Alors certes, un antagoniste se dessine à partir du 5e épisode, mais j'y reviendrai un peu plus profondément dans la partie spoiler, mais disons qu'il lui manque certaines caractéristiques pour pleinement remplir ce rôle. Et de ce point de vue, le moins qu'on puisse dire, c'est que Zebediah Killgrave manque très cruellement à cette deuxième saison, d'autant qu'il était pour moi le deuxième meilleur méchant de tout l'univers Marvel, derrière Wilson Fisk, même si Killmonger dans Black Panther pourrait venir lui disputer cette place. Maintenant que j'ai beaucoup insisté sur ce que cette saison 2 de Jessica Jones n'était pas, il est temps de venir sur les grands thèmes qu'elle a choisi de porter, d'autant plus que c'est là qu'on trouve ses plus grandes réussites. Tout d'abord, le propos féministe est totalement assumé, et la série revendique haut et fort la reprise de certains courants récents de dénonciation, tels que le MeToo. Cette approche passe carrément bien avec le personnage de Jessica qui portait déjà ses thèmes depuis la première saison, mais parfois la série semble cocher toutes les cases du pamphlet féministe avec une prévisibilité trop scolaire. Disons qu'un peu plus de subtilité aurait fait du bien. Heureusement, on échappe à la caricature ou à la charge anti-masculine, notamment grâce au personnage d'Oscar, le superintendant de l'immeuble de Jessica. Ce que cette saison fait très bien par ailleurs, c'est de dresser de complexes portraits de femmes, et ce sont avant tout des personnages dont la principale caractéristique ne se résout pas à être une femme.
De ce point de vue, la nette domination des femmes en termes de temps de présence à l'écran ne gêne absolument pas, c'est parfaitement naturel et je n'ai pas eu l'impression de me retrouver uniquement dans une histoire de filles, entre guillemets, avec tout ce que cela comporterait de clichés. D'autres grands thèmes de cette saison sont l'addiction, la gestion de la frustration et l'ambition. Je dois bien avouer que le sujet de l'addiction ne m'a jamais passionné, personnellement, c'est le moins qu'on puisse dire, mais là j'ai vraiment apprécié son traitement à multiples facettes dans cette saison 2 de Jessica Jones. On y trouve l'addiction à l'alcool, à la drogue, au pouvoir, à la science, au sexe et même au contrôle sur son environnement. C'est simple, presque tous les personnages de la série sont des addicts, pas forcément de substances, mais toujours de telle ou telle sensation ou activité, et pourtant ça ne m'a jamais semblé redondant. La gestion de la frustration et surtout de la colère est un thème proche de l'addiction, et on retrouve une proximité avec ce qu'évoquait The Punisher et cette insatiable rage qui habite Frank Castle, autant que son obsession de vengeance. Le dernier grand thème porté par la série découle un peu du précédent, il s'agit sans doute du plus important et clairement de celui que j'ai trouvé le mieux traité dans la série, et il s'agit de la difficile définition de la frontière entre le bien et le mal. Et de ce point de vue, on peut dire que cette saison de Jessica Jones saisit à bras le corps un thème fondamental du genre super-héroïque, même s'il est souvent davantage traité du côté de chez DC que chez Marvel. Et pourquoi la série Jessica Jones est-elle le cadre parfait pour poser cette question? Eh bien tout simplement du fait de son statut hybride qui plonge un personnage doté de pouvoir dans un univers de film noir. Et de ce point de vue, j'ai été très étonné qu'aucune des critiques que j'ai pu lire ou voir au sujet de la série ne mentionne La Soif du Mal ou Touch of Evil en VO, un film noir d'Orson Welles de 1958. En effet, un très court passage de ce film, tiré de sa célèbre scène d'ouverture, est projeté à 2 reprises durant la saison, et évidemment la référence est essentielle. La Soif du Mal explore notamment le basculement d'un personnage qui était du bon côté et qui se laisse doucement corrompre par le mal, en posant des questions sur les limites à ne pas franchir, en particulier pour un enquêteur, tout en soulignant qu'un comportement pur et irréprochable semble illusoire et même voué à l'échec dans un monde aussi complexe et gris que le nôtre. Là encore, comme pour la question de l'addiction, presque tous les personnages de cette saison 2 se débattent avec ce questionnement moral complexe, et certaines de leurs décisions aboutissent à des dénouements tragiques et surtout marquants pour le téléspectateur. Forcément, pour porter de tels thèmes, il faut quand même de sacrés bons acteurs, et dans l'ensemble, on peut dire que c'est le cas. Comme vous l'avez déjà compris, Kristen Ritter est toujours parfaite dans son incarnation de l'anti-héroïne, Jessica est le gros point fort de la série, tout repose sur ses épaules et sans doute trop. Le meilleur épisode de la saison est sans doute le 7 I Want You Cray Cray, qui nous replonge dans le passé de Jessica et vient expliquer certains éléments iconiques de son personnage. Il y a bien évidemment des intrigues secondaires dans cette saison 2, mais elles pourraient tout aussi bien ne pas du tout exister à l'écran sans mettre en péril la trame principale, et du coup, du point de vue de certains spectateurs, elles ressembleront plutôt à de grosses digressions. Et puisqu'on parle des acteurs et des intrigues secondaires, mention spéciale à Carrie-Anne Moss dans le rôle de Jerry Hogarth, l'avocate de Haut Vol. Même si ses mésaventures n'ont malheureusement aucun véritable impact sur l'histoire, sa prestation permet justement de s'y intéresser quand même. Une mention aussi pour le jeu de l'antagoniste principal, que je ne peux pas vraiment décrire sans entrer dans les spoilers. Du côté de Trish Walker, je suis un peu plus partagé. Son personnage est volontairement rendu insupportable, mais l'actrice se fait surtout convaincante en fin de saison, et toute la partie relative à l'addiction est, de mon point de vue, un peu surjouée. J'ai quelques autres regrets à exprimer, à commencer par une réalisation franchement plate, surtout quand on la compare à celle de la première saison de Daredevil par exemple, notamment pour tout ce qui concerne les scènes d'action. Par ailleurs, le côté enquête de cette saison souffre d'une écriture parfois paresseuse, avec par exemple l'utilisation abusive de Google, de l'appareil photo des smartphones, sans même désactiver le petit bruit artificiel, ou encore quelqu'un qui va consulter l'historique d'un ordinateur de façon discrète, et qui va finalement laisser cet ordinateur allumé sur la page en question. Ça passe difficilement. Et si vous êtes membre de la Fondation de protection des chaînes de cadenas, votre petit cœur sera brisé par les innombrables maillons détruits au fil de cette longue saison. Avant de passer à la partie spoiler de cette vidéo, je vous laisse un petit peu de temps, juste ce qu'il faut pour laisser un pouce en l'air si vous avez aimé ce que vous avez vu, et puis éventuellement de vous abonner à la chaîne si vous la découvrez. Bon, vous êtes prêts? C'est parti pour les spoilers. D'abord, un mot sur l'antagoniste de cette saison, Alyssa Jones, la mère de Jessica. J'ai dit le bien que je pensais de son interprète, qui peut faire passer dans son regard aussi bien la menace d'une violence imminente que la détresse d'une mère, ou encore la détermination d'une personne un peu dérangée. Et ce personnage permet évidemment d'explorer certains aspects des relations mère-fille, aussi bien dans le côté conflictuel qu'affectif. Malgré ses qualités d'interprétation et l'exploration de cette relation mère-fille, c'est justement l'absence d'un véritable antagoniste qui vient lourdement peser sur la première partie de la saison. En effet, il n'y a pas d'ennemi pour lequel Jessica ne serait pas prise dans des sentiments conflictuels, et donc il n'y a pas d'enjeu, et franchement, 6 épisodes sans enjeu, c'est long. Et ce manque se fait d'autant plus cruellement ressentir lorsque la culpabilité de Jessica suite à la mort du gardien de prison fait ressurgir ses visions de Kilgrave. Ces quelques apparitions de David Tennant sont tellement savoureuses que la nostalgie de la première saison atteint alors son paroxysme.
Autre regret, la façon dont la série gâche totalement le potentiel de Simpson, un personnage très surprenant de la première saison, qu'on tue hors champ, c'est dommage. Enfin, j'en viens à Trish Walker, et on découvre qu'elle a finalement toujours été rongée par une sorte de vision envieuse des pouvoirs de Jessica, qu'elle considère quand même comme sa sœur, et l'évolution de son personnage est carrément radicale, ce qui la rend vraiment intéressante en fin de saison. Mais du coup, là aussi, tout ce qui se passe pour Trish Walker dans la première partie de la saison, notamment son histoire d'amour, ne sert que de remplissage ou au mieux de camouflage pour ses véritables enjeux. Et c'est dans le dernier épisode que Trish découvre qu'elle possède maintenant un super équilibre et sans doute une super agilité, et il ne fait aucun doute qu'elle deviendra Hellcat, un personnage lié à toute la symbolique des chats. Et quand on est un petit peu attentif, on se rend compte que cette transformation est déjà annoncée dans une scène précédente à l'hôpital, lorsqu'une femme médecin lui dit qu'elle a déjà grillé 2 de ses 9 vies en réchappant au traitement expérimental du docteur. Et puisqu'on parle du loup, au passage, juste un mot sur Karl Malus, pour souligner que cette espèce de savant fou est un des meilleurs exemples de la façon dont la série vient brouiller les lignes entre le bien et le mal. Ses motivations sont plutôt nobles au final, mais son obsession scientifique et son éthique douteuse aboutissent à des catastrophes. Et quoi qu'il en soit, il en devient un personnage un peu attachant, à l'image de ce qu'était le docteur Frankenstein dans sa version de Penny Dreadful par exemple. Pour en revenir à Trish Walker, espérons qu'une saison 3 plus rythmée pourra nous la montrer en action. Sa façon idéalisée et simpliste d'envisager le rôle d'une super-héroïne devrait être plutôt pittoresque et potentiellement désastreuse. J'espère que cette analyse vous aura plu, n'hésitez pas à la partager si c'est le cas. Et puis pour ce qui est de la suite, notamment le dernier épisode de mes théories fanfiction sur Game of Thrones, eh bien je ne suis pas sûr de pouvoir sortir ça d'ici la fin de la semaine car il y a un gros boulot d'écriture, notamment pour la conclusion, vous imaginez, mais ce sera de toute façon d'ici la semaine prochaine au plus tard. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures, salut!